les couleurs, c'est le rendez-vous de la découverte, de surprises, de témoignages, de parcours aussi divers les uns que les autres. C'est une invitation pour pallier au manque d'exposition de passionnantes plumes en tout genre. Lire de toutes les couleurs, c'est une fenêtre ouverte sur l'échange de ma passion du livre avec toi, lui, elle. Nous y échangerons avec un ou plusieurs invités, des autrices, des auteurs et aussi des professionnels de la chaîne du livre. En vous remerciant, vous qui me suivez, je vous propose mon échange avec Samantha DM autour de son ouvrage Le voyage de l'âme, un chemin que l'autrice coach intuitive à la personnalité particulière nous offre à emprunter sur les traces des conseils avisés de ces pistes dévoilées là, afin de nous aider à explorer notre être intérieur pour découvrir notre chemin spirituel. Bonjour Samantha. Bonjour Mika. Alors Samantha Imani. Oui. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ce nom, Samantha? Ah, pourquoi ce nom? Samantha, c'est mon prénom. C'est le prénom qui m'a été donné par mes parents à ma naissance. Donc, j'aime pas dire mon prénom, mais le prénom qu'ils m'ont donné. D'accord. Et donc, Imani, ça vient du Swahili. Oui. Ça veut dire foi. Et donc, c'est pas mon deuxième prénom, c'est un prénom que j'ai rajouté pour mon nom d'auteur, en fait. D'accord. Et donc, pour moi, c'était important d'avoir un nom qui avait du sens. Samantha, ça n'a pas forcément de sens. Et je voulais avoir un nom qui avait du sens. Qui avait du sens avec ta démarche. C'est ça. Aussi. Qui avait du sens avec ma démarche, qui avait du sens avec ma mission. On va parler de tout ça, justement, ta mission, parce que tu considères que tu as une mission. Je considère que j'ai une mission qui est d'accompagner les personnes, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, sur leur chemin spirituel, leur chemin de découverte d'elles-mêmes. Et alors tout ça, tu le fais sur une forme spécifique que tu vas nous expliquer. Tu es coach? C'est ça, je suis coach intuitive. Je dis coach intuitive, c'est-à-dire que je suis guidée dans les accompagnements. Je travaille pas seule, je travaille avec ma guidance intuitive ainsi qu'avec ce qu'on appelle des êtres supérieurs qui m'accompagnent également dans cette démarche. Je propose également des guidances, je fais des soins énergétiques, je fais aussi des workshops mensuels et depuis l'année dernière, des cercles de femmes. D'accord. C'est quelque chose que tu as été chercher au plus profond de toi? Alors, c'était une démarche très personnelle. Initialement, la quête, elle était la quête de moi-même. Et puis, au gré de mes apprentissages, de mes expériences, j'ai été de plus en plus sollicitée par les gens qui me demandaient conseil, qui me demandait guidance, qui me demandait un petit peu de partager mon expérience. Et donc, au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus prégnant au fur et à mesure du temps, ce qui m'a montré qu'il y avait quand même un besoin de soutien et d'accompagnement des gens. Donc, je me suis lancée il y a 3 ans dans cette activité. Aujourd'hui, tu vas plus loin puisque, oui, nous sommes en 2025, mais c'est pas si lointain, en 2024. Tu as écrit cet ouvrage, Le voyage de l'âme, comment explorer votre être intérieur pour découvrir votre chemin spirituel. Mais le titre, c'est bien Le voyage de l'âme. C'est ça. Et donc, c'était dans la continuité finalement de mon expérience et de mon activité, à savoir de laisser une trace écrite. Le podcast, par exemple, c'est aussi une trace vocale, de laisser une empreinte, en fait, de toute cette expérience, de tous ces partages, et de permettre aux gens de retrouver toutes ces informations-là par le biais d'un ouvrage, un guide, qui soit simple à lire et pratique. Et en fait, qui reprend un peu ton parcours, si on peut dire, mais ton parcours dans ta démarche spirituelle. C'est ça. L'idée, c'est de reprendre
pas à pas, la démarche de quête de soi-même, mais vraiment de manière vulgarisée. C'est un peu la démarche aussi de toute mon activité. C'est de pas rendre ça compliqué, de vulgariser, de montrer aux gens que c'est à la portée de tous et que par des petites étapes, par des petites marches, mine de rien, une après l'autre, on finit par pas mal avancer. Et d'ailleurs, tu commences par des remerciements. Oui. C'est ce qui fait ta démarche aussi, hein? C'est ce qui fait ma démarche, la gratitude. On n'est rien sans rien. Il y a des personnes, mais il y a aussi des événements qui m'ont amené à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et donc pour moi, il était important, non pas de terminer, mais de commencer mon premier ouvrage par les remerciements. Et tu en es venu, on va quand même parler un petit peu, parce que tu as un âge, tu as passé la trentaine, tu es maman, je ne me trompe pas, tu as passé la trentaine. Oui. Je dis ça parce que tu fais tellement jeune lorsqu'on te voit physiquement. C'est les bienfaits de la spiritualité, ça. Et les gens me le disent souvent, quand je dis ça, on ne me croit pas. Pourtant, c'est la réalité. Ça régénère les cellules sur le plan physique. Donc, c'est les bienfaits de la spiritualité, c'est aussi ça. C'est un rajeunissement cellulaire. D'accord. Et donc, oui, j'ai bien passé la trentaine, bien passé même. Et je suis maman également. Oui, tu es maman et tu es maman de 2 enfants adolescents. Alors, un adolescent et un de 10 ans. Oui, moi je parle. C'est vrai que j'avance l'adolescence à 10 ans maintenant. Mais bon, il n'y est pas encore. Nous allons tellement vite dans le temps. Et d'ailleurs, dans ta démarche de remerciement, tu les remercies aussi. Tu as un paragraphe où tu prends le temps de remercier tes enfants. Oui, ils sont mes héros du quotidien. Vraiment. Il y avait ton importance à ça. Hein. Ah oui, c'était très très important pour moi parce que sans eux, ce livre-là n'existerait pas. Mais sans eux, Vibration Spirit non plus n'existerait pas. Alors parlons un peu justement de Vibration Spirit. Alors Vibration Spirit, c'est l'entreprise que j'ai créée autour de toute cette activité justement. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner chacun, quel qu'il soit, quel que soit son parcours, quelles que soient ses aspirations, mais quelles que soient aussi ses croyances, dans son cheminement spirituel, dans son cheminement, où qu'ils en soient. Alors, quand tu dis quelles que soient ses croyances, ça veut dire que tu peux accompagner quelqu'un qui n'est pas du tout de la même croyance que la tienne? Oui, je peux accompagner quelqu'un qui n'est pas de la même croyance que la mienne. Ce n'est pas ce que je partage dans mon activité. Je partage pas mes croyances. Je les affiche, mes croyances, parce que j'ai pas à en avoir honte. Donc je les affiche, mes croyances, mais elles sont les miennes et elles m'appartiennent. D'accord. Et il y a l'espace, de toute façon, dans mes croyances, il n'y a pas de prosélytisme. Donc, on n'est pas là pour convertir qui que ce soit, qui sont la spiritualité. Moi, mes croyances, c'est la spiritualité africaine. Et donc, au sens large, je parle au sens large. Je n'ai pas donné de nom particulier, mais c'est la spiritualité africaine au sens large. Et il n'y a pas de prosélytisme. On ne cherche pas à convertir qui que ce soit. Donc, c'est pas ma démarche du tout. Ma démarche, elle est vraiment de permettre à chacun, on a chacun nos expériences de vie. Et donc, on doit vivre ce qu'on a expérimenté. Que ce soit le christianisme, l'islam, le judaïsme, l'athée. Être athée, même si on le souhaite, ou peu importe ce qu'on a envie d'expérimenter. La question n'est pas tellement vers où on va, mais plutôt le cheminement. C'est le cheminement qui compte. D'ailleurs, dans ton paragraphe de remerciement à tes enfants, tu leur dis « Vous êtes mes guides ». Oui. Alors, parce que souvent, lorsqu'on parle de transmission, parce que ton ouvrage, c'est aussi de la transmission, lorsque l'on parle de transmission, on dit qu'on veut apporter des choses aux autres. Et là, tu leur dis bien « Vous êtes mes guides », c'est-à-dire qu'ils t'apportent quelque chose. Oui. Ils sont vraiment, ils m'inspirent énormément. Ils m'inspirent dans ma démarche spirituelle. Les enfants sont les êtres. Comment? Oui, non, je t'écoute. Oui, excuse-moi. Les enfants sont les êtres les plus connectés à leur authenticité. Et parce que
authenticité, je les admire énormément. Ils sont spontanés, ils sont eux-mêmes, ils sont vrais, ils me parlent, ils me répondent avec spontanéité, et plus ils sont eux-mêmes, et plus j'apprends à devenir moi-même. Bah, il y a bien l'adage qui dit la vérité sort de la bouche des enfants. Et on peut dire dans l'attitude aussi des enfants. C'est ça, ouais. C'est ça, cette spontanéité d'être, cette beauté d'être aussi. Les enfants bien sûr. Tu leur dis merci de me regarder avec ces yeux de foi et d'être un si beau reflet à mon miroir de mer et de guide terrestre. Oui. C'est formidable. Donc, en quelque part, tu les remercies de répondre à ta guidance. Oui. C'est ça. Oui. Ils croient en moi. Ils croient aussi en ma démarche. Ils me soutiennent avec leurs moyens, chacun à leur niveau. Ils me soutiennent dans cette démarche. Sans eux, comme je dis, ça n'existerait pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est un travail de concert, c'est un travail familial. Ils font des efforts, chacun à leur niveau. Ah maman, tu as un workshop aujourd'hui, t'inquiète pas. On va un peu être autonome, on va un petit peu se débrouiller. C'est déjà pour me croire en moi et en ma démarche et au fait que ça apporte quelque chose aux autres. Explique-nous le système du workshop, enfin le système. On connaît le système du workshop, mais ta démarche à toi dans le workshop, autour du workshop. Alors, dans le workshop, c'est un petit peu ma démarche comme celle que j'ai avec mes enfants. Oui. C'est-à-dire que le workshop, l'idée, c'est d'être en groupe et non en individuel cette fois-ci. Donc, nous sommes en groupe et donc le groupe va nourrir l'échange. Et donc là, il n'y a pas que ma présence qui va être constructive. Il va y avoir les expériences partagées qui vont être également constructives dans la réflexion personnelle de chacun. Tes workshops ont toujours un thème? Mes workshops ont toujours un thème. Donc, un thème que je définis, un thème qui m'est demandé aussi. Ça peut être un thème que moi, je vais définir dans le cheminement dans lequel nous sommes. C'est un thème qui peut m'être demandé, que je vais proposer, du coup, à aborder avec mon regard. J'apporte des éléments théoriques, mais finalement, j'en apporte pas tant que ça. Parce que, comme je leur dis souvent, ça, vous pouvez regarder sur Google, vous pouvez aller chercher sur ChatGPT des informations, vous allez retrouver les informations théoriques. C'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin, vous prenez un bouquin, vous allez retrouver ça partout. Par contre, la réflexion qu'on doit mener autour de ces apports théoriques, ça, je suis là pour vous guider. Je suis là pour vous apporter des réponses, pour qu'on puisse en discuter, pour que vous m'apportiez votre point de vue, votre vision, et puis que moi, je vous apporte la mienne. Et c'est ça qui va amener le cheminement. Oui, d'accord. Et donc, il y a aussi des ateliers dans tes workshops? Ou c'est à part, ou ils sont à part les ateliers? Les workshops, ce sont des ateliers. Et en fait, quand je fais les masterclass, là, je consacre plus de temps à un thème. Donc, on va aller sur un thème un peu plus restreint, moins global, plus précis, et souvent qui est aussi synonyme d'un atelier pur, c'est-à-dire d'un atelier pratique autour d'un sujet. Donc ça peut être de l'écriture intuitive, ça peut être découvrir le pendule, ça peut être du travail énergétique, ça peut être plein de sujets, faire une vision board par exemple, plein de sujets qu'on peut aborder. Oui, alors là tu nous parles de pendule, de tout ça, ce sont des pratiques, donc des pratiques que tu as acquises de quelle manière? Alors, c'est des pratiques que j'ai acquises certaines par des formations, oui. D'autres de manière par la pratique, de manière intuitive. Moi, je suis dans le milieu de la spiritualité, je dirais le milieu. Mais en fait, je suis dans le domaine de la spiritualité depuis quasi toujours. J'ai toujours été intéressée, j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours cherché l'information et côtoyé des personnes qui étaient dans ce domaine-là ou qui touchaient plus ou moins à certaines pratiques ou à d'autres. C'est vrai que en plus en tant qu'afro-caribéenne, on baigne dans la spiritualité tout le temps finalement. Et donc on côtoie. Oui, excuse-moi Samantha, parce que souvent les gens ne connaissent pas et font des transitions ou des comparaisons avec des pratiques, on peut dire ésotériques. Oui, mais en fait, ce qu'on appelle ésotérique, en tout cas la vision occidentale qu'on peut avoir de l'ésotérisme, est une vision diabolisée. Cependant, l'ésotérisme fait partie de la vie.
Quand on parle d'énergie, on parle de vie, en fait. Et donc, quand on regarde, même sur le plan scientifique, on découvre que tout est énergie. Tout est énergie. Les pierres sont énergie, l'eau est énergie, les arbres sont énergie, tout est énergie et tout est interconnecté. Quand on a connaissance de cette loi divine, finalement, on comprend tout de suite que tout est fait au bénéfice d'un fonctionnement idéal, interconnecté. Et donc, pourquoi pas les arbres, pourquoi pas les pierres, pourquoi pas l'eau serait au bénéfice de mon équilibre énergétique à moi aussi. Et quand on a compris ça, on ne fait pas de distinguo entre la question de l'ésotérisme, la question de ce qui n'est pas de l'ésotérisme. Je suis pas en train de parler de religion, vraiment. Oui, bien sûr. Vraiment en train de parler d'équilibre terrestre, en fait. D'équilibre terrestre, d'équilibre divin pour ceux qui y croient, mais c'est surtout d'équilibre terrestre. Si on, sur le plan physique, scientifique, c'est déjà prouvé. Et Samantha, enfant, était comment? Est-ce que tu étais une enfant attirée par les livres? J'étais attirée par les livres, je lisais beaucoup. J'ai transmis aussi cet amour des livres à mes enfants. Je lisais beaucoup, je m'évadais beaucoup dans les livres, je les lisais et relisais, je les décortiquais. Je me rappelle encore maintenant de certains détails de livres que j'ai lus enfant, parce que je relisais certaines parties, je regardais les images. Vraiment, ça me faisait beaucoup de bien de regarder les livres et de les lire, parce que je m'évadais énormément à leur contact. Oui. Et est-ce que plus tard, justement dans ton cheminement, tu t'es appuyé sur des ouvrages pour alimenter ton savoir? Alors évidemment, je me suis appuyée sur des ouvrages assez classiques, des Eckhart Tolle, des ouvrages sur les accords Toltec, des ouvrages de développement personnel que nous connaissons tous. Je me suis aussi réappuyée, notamment au début de ma démarche, sur la Bible. J'ai relu certaines sourates du Coran. Pour comprendre un petit peu qu'est-ce que je cherchais. Est-ce que je cherchais le dogme? Est-ce que je cherchais la spiritualité? Est-ce que je cherchais une philosophie aussi? Je me suis réappuyée aussi sur le dharma du Bouddha. Voilà. J'ai relu beaucoup d'ouvrages, pour affiner ma quête. Et au début de ta vie, après adolescente, avant d'avoir tes enfants, je suppose que tu as fait l'école primaire, le collège. Est-ce que est-ce que tout ce ressenti, toute cette chose que tu as en toi qui sort aujourd'hui, puisqu'on peut dire que ça sort, est-ce que tu le ressentais déjà lorsque tu étais enfant? Oui, toute gamine. Aussi long que je me souvienne. Ouais. Et tu pouvais en parler déjà aux autres ou pas? J'en parlais j'en parlais pas à l'école mais j'en parlais dans ma famille sans aucun souci. C'est sûr que c'était pas toujours très très bien reçu. C'était reçu parce que quand on est afro-caribéen, les choses de l'ordre de la spiritualité sont toujours reçues, mais alors avec prudence. Est-ce qu'il n'y a pas une entité négative qui plane au-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas... Il y avait toujours un peu ce questionnement-là derrière. Mais après, ça a évolué avec le temps, parce que voyant que je ne changeais pas, on m'a considéré comme ayant un don, entre guillemets. Elle a un don. Elle a un don. Voilà, donc c'était un petit peu ça jusqu'à l'adolescence. L'adolescence, ça a été plus compliqué, parce que quand on est adolescent, on a des tourments émotionnels, aussi des tourments au niveau hormonal, et donc on abaisse sa fréquence vibratoire. Et le fait que j'ai abaissé ma fréquence, là je peux le dire aujourd'hui, je l'aurais pas dit à l'époque, mais aujourd'hui je suis capable de l'analyser, ayant abaissé ma fréquence vibratoire, n'étant pas accompagnée dans ma démarche non plus, j'étais très curieuse aussi de tout ce qui était ésotérique entre guillemets. Puis l'adolescence, c'est vrai qu'on est pris de tourments un petit peu d'ordre hormonal, d'ordre émotionnel, donc ça fait abaisser la fréquence vibratoire. N'étant pas accompagnée sur le plan spirituel, ou en tout cas ça me parlait pas le côté religieux catholique de ma famille,
Excuse-moi, là je t'interromps parce que justement, tu dis n'étant pas accompagnée, est-ce que ça veut dire que plus tard, tu t'es fait accompagner? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avant que je ne démarre ma démarche d'accompagnement des autres, Oui. je me suis fait moi-même accompagner. Et quand il y a besoin, je reprends des séances, bien sûr, d'accompagnement. Quand accompagnement, tu vas le chercher auprès de qui? Alors moi, à ce moment-là, je l'ai cherché auprès d'un accompagnant spirituel qui était, lui, dans une démarche afrocentrée. D'accord. Oui. Ça correspondait à ma quête du moment. Et donc ça m'a permis, ça a duré facilement 2 bonnes années, 3 ans même, 2-3 ans d'accompagnement avant que je me lance dans mon activité. Oui, et dis-moi, ton enfance, tu l'as passée où? Pentagone ici, je suis née ici, j'ai grandi ici, mais j'étais tous les étés, je les ai passés aux Antilles. D'accord. J'ai eu cette chance d'avoir des parents. Où précisément aux Antilles? En Martinique, à la campagne, au Vauclin, à la campagne. Et donc, j'ai pu connaître, puisque ça a beaucoup changé depuis, mais j'ai eu la chance de pouvoir connaître la vie dans les cases de l'époque. J'ai pu connaître une maison où il fallait aller chercher l'eau un peu plus loin, c'était pas à proximité immédiate. J'ai pu voir les vieilles personnes d'antan, j'ai pu des fonctionnements qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Je t'interromps de suite justement parce que cette activité d'aller chercher l'eau est quelque chose de spirituel déjà un peu. C'est ça. Quand on n'a pas l'eau chez soi et qu'on doit aller chercher l'eau à la source. C'est ça, hein? C'est ça. C'est déjà une quête spirituelle. Parce que c'est un partage. Parce que souvent on va pas chercher cette eau toute seule, tout seul ou toute seule. Et puis aller chercher à la source, ça montre aussi le côté précieux de celle, parce qu'on oublie à quel point l'eau est précieuse aussi. J'ai eu la chance moi d'avoir en plus de la famille qui est donc agriculteur, donc il travaille la terre et donc très à l'écoute de la nature. Donc moi j'ai mon oncle, je me rappelle, qui sortait le soir dehors et qui disait bon, demain il va pleuvoir parce que certains insectes étaient de sortie, parce que les arbres se comportaient ainsi, parce que les plantes se comportaient de telle manière. Et donc il disait bon il faut que j'aille aux animaux un peu plus tôt avant qu'il ne pleuve, par exemple. Alors moi je le regardais, je me disais mais pourtant il ne fait que regarder le ciel. Je comprends pas trop comment il fait pour voir tout ça. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance. Et donc aussi d'avoir des initiations un peu spirituelles, puisqu'on me disait, ça tu laisses pas dehors la nuit, le balai près de la porte, on ne balaie pas la nuit. On a pu me dire, il y a un crapaud qui rentre dans la maison la nuit, ça c'est pas bon. Il y a plein de choses comme ça. Ah oui, alors tu as été, on va dire, un peu bercé par toutes ces légendes aussi, hein? C'est ça. C'est les légendes vivantes d'enfance. Parce que quand on est enfant, c'est souvent ce qu'on nous raconte en nous lisant un livre. Et là, par contre, tu as vécu ça en direct. C'est ça. Et en fait, on pense que c'est juste des légendes. Or, c'est de l'initiation. La mythologie, c'est de l'initiation. La mythologie est là pour nous initier, pour nous raconter une histoire, pour qu'on la retienne, tout simplement, pour nous raconter une histoire initiatique. L'idée, c'est de retenir des principes spirituels. Le passage où tu nous présentes ton ouvrage, l'exploration intérieure, est un voyage fascinant et enrichissant qui transformera votre vie. Oui. En apprenant à vous connecter à votre être intérieur, vous allez développer une conscience plus profonde de vous-même et de votre environnement. Donc, quand tu étais enfant, tu faisais déjà ce chemin. Oui. On peut dire ça, hein? Je faisais déjà ce chemin. Je ne m'en rendais pas compte. C'était un chemin inconscient. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'étais enfant, j'avais très bien compris que tout était interconnecté et que ceux qui étaient autour de moi ne se rendaient pas forcément compte de cette interconnexion du vivant. Et justement, tu nous questionnes sur qu'est-ce que l'âme, pourquoi et
comment l'explorer. Donc on peut dire que toi, c'est quelque chose, c'est un exercice que tu as fait. C'est ça. C'est ça. Pourquoi je suis là? Alors c'était la question de ma vie. Oui. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi on est là? Est-ce qu'on est? J'ai toujours regardé le monde en me disant, mais les gens vivent leur vie, ils sont là, ils vont dans une direction. Moi, je me suis toujours questionnée, par exemple, mais pourquoi on vit une vie, on se lève le matin, on va à l'école, après on trouve un travail, après et puis après on meurt, Oui. et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et ça m'a toujours questionné, mais ça sert à rien. On peut pas avoir une vie comme ça qui ne mène nulle part, quelque part. Il faut que ce soit plus que ça pour que ça ait du sens. Pour moi, vraiment, quand je te dis toute gamine, c'est, je sais pas, peut-être 7-8 ans, Oui. je me disais déjà ça. Et je me disais, bah, si c'est pas la vie, ça m'intéresse pas. Si c'est ça la vie, il n'y a rien de plus puissant que ça. Je vois pas l'intérêt d'être là parmi vous. Parce que en plus, moi, quand je le regardais, tout ça, je disais parmi vous. C'est-à-dire vous, les humains, parce que moi, je me sens être un être plus supérieur à ça. Pas juste vivre ma vie pour la vivre, mais je me sentais déjà être autre chose qu'un être humain, qu'un simple être humain. Oui, tu nous dis, en écoutant notre âme, nous pouvons découvrir notre mission de vie, nos valeurs spirituelles et les actions à entreprendre pour vivre en accord avec notre essence profonde durant notre passage terrestre, afin d'en tirer les enseignements utiles à notre élévation pour une vie en harmonie avec nous-mêmes et notre environnement. Et là, je pense que tu as totalement raison. Je pense qu'à un moment donné, nous avons tous des accidents de vie. On peut le dire, hein, il est rare que quelqu'un n'ait pas un petit accident de vie. Ne serait-ce que des fois au travail, même déjà au collège, même déjà à l'école primaire. Enfin, dès qu'on naît, on peut avoir un petit accident de vie. Et je pense que là, tu as raison. Il faut qu'on utilise tout ce qu'il y a autour de nous. Et oui, si on croit en Dieu, Dieu ne pourrait pas avoir créé autant de perfection autour de nous pour ne pas nous avoir donné d'outils. Oui. En fait, je pense que même sans croire en Dieu, n'est rien que la personne qui naît déjà, sans même avoir une spiritualité, une croyance ou quoi, déjà croire en soi. Et oui, et tout étant parfaitement orchestré, il suffit d'observer la nature pour se rendre compte à quel point ça a été fait de façon à ce que les choses se coordonnent. Donc, tout est outil à quelque chose. On ne peut pas, nous, êtres humains, avoir été créés sans être l'instrument de quelque chose, mais sans non plus avoir des instruments nous permettant à notre élévation. Tout comme une plante a besoin d'eau, de soleil, de terre. Mais cette plante, elle va aussi contribuer à sa manière. Oui. Et quand on continue un peu ta lecture, de te lire, tu nous dis, pour comprendre l'âme, et là je suis d'accord avec ça, hein, pour comprendre l'âme, il faut plonger profondément en soi-même, explorer les recoins les plus intimes de son être et écouter le murmure silencieux de son essence. Là tu dis c'est un auteur inconnu. Tu as trouvé ça en quelque part ? Ou c'est toi? J'ai trouvé, c'est pas moi. Hein. D'accord. C'est un auteur inconnu, en effet, j'ai pas retrouvé l'auteur en question. Mais je trouvais que cette phrase avait tellement de sens que j'avais pas envie de faire sans. Elle était complètement en écho avec mon écriture, donc je voulais quand même faire hommage à cet auteur, même si je ne retrouvais pas son origine. Je voulais quand même faire hommage à cet auteur parce que je trouvais que c'était très en écho avec mon écriture. Et oui, puis c'est la base de toute vie en fait. Parce qu'on peut, tout à l'heure, c'est ce que je dis, quand je parlais d'accident de vie, on peut avoir toutes sortes de choses à partir du moment où on va le plus loin, chercher au plus loin de soi. C'est ce qu'on peut retrouver en méditation, même si on n'a aucune croyance. Méditer, c'est lâcher prise, c'est méditer. C'est ça. Voilà. Méditer, c'est se concentrer sur un temps, dire, bon, ben là, je vais me concentrer et lâcher, voir ce qui vient à moi. Et là, continuellement, donc, tu nous fais des passages comme ça, tu nous parles. Alors, quand on prend
qu'est-ce que l'âme? C'est déjà les premiers points que tu nous interroges, tu nous fais, en fait, tu nous fais nous interroger sur ce qu'est notre âme. Oui. Tu nous pousses. Oui. Je pousse à se questionner sur quelle est votre compréhension de ce qu'est l'âme. Parce que si on ne comprend pas ce qui fait, on a bien compris qu'on a une enveloppe physique, mais qu'il y a un être vivant à l'intérieur de cette enveloppe physique. Et si on n'a pas compris ce qui fait cet être vivant, en tout cas ce que nous décidons d'en croire, eh ben, on ne peut pas définir quelle en sera la mission. Et quel sera son but et vers quoi il décidera d'aller. On n'est pas tous obligés d'avoir une mission extraordinaire. Non. On n'est pas tous obligés d'avoir une mission, d'avoir sauvé le monde ou sauvé les animaux ou la planète ou j'en sais rien. On n'est pas tous obligés de ça. Les gens, quand on entend mission de vie, on a l'impression qu'il faut que ce soit une mission extraordinaire dont tout le monde soit au courant pour que ça soit une mission accomplie. Non, ta mission, elle peut être d'avoir une vie en connexion avec ceux qui t'entourent. C'est déjà une mission. Et puis, et de faire la différence parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir nos dimensions physiques, c'est-à-dire que on a une main, on sait à quoi elle est utile, on a une bouche, on sait à quoi elle est utile, mais comme tu disais tout à l'heure, on n'interroge pas ce que ne voit pas. C'est comme quand on doit prendre soin de sa santé aussi. C'est interroger son foie, interroger ses poumons, tout ça. Et moi, j'en parle beaucoup dans la démarche spirituelle. Oui. En soin de ton corps, parce que c'est notre véhicule terrestre. Oui. Et donc, de la même manière que nous avons besoin de nos voitures pour nous déplacer d'un point A à un point B, pour accomplir notre mission de la meilleure des façons, on a besoin d'un véhicule qui soit en bon état de fonctionnement. Et donc, ce véhicule, il nécessite qu'on s'en occupe. Ton ouvrage aide aussi la personne qui est un peu perdue, parce que on peut avoir les gens qui disent oh ben ça va, ça on connaît ce qu'il dit, parce que à un moment donné tu nous dis la dimension physique corps, cette dimension aborde notre corps physique et notre santé physique. Elle inclut donc l'alimentation, l'exercice, les relations intimes et notre hygiène de vie. Donc tu préconises d'employer, de pratiquer le yoga, la danse, le tai chi, le sport, la méditation sur le corps. Mais certaines personnes peuvent dire oh oui mais ça on sait. Mais non, on le sait, mais ton livre est là pour nous rappeler, parce que des fois on est perdu. Alors moi je dis souvent que il y a un triangle qui nous permet, tout est triangle, tout est trinité. Oui. Il y a un triangle qui nous permet de comprendre ce que je veux dire par là. C'est ça. Il faut 3 aspects pour pouvoir vraiment intégrer un élément. Il faut la connaissance, c'est ce que je dis à travers de mon livre, c'est la connaissance, c'est des éléments de connaissance que tout le monde a. L'expérience, c'est-à-dire le mettre en pratique, le vivre, et la conscience. Et c'est pas la même chose de dire je vais m'alimenter sainement que de dire je vais m'alimenter sainement et en conscience. D'accord. C'est pas la même chose de dire j'ingère cet aliment pour ses nutriments et de dire cet aliment je vais l'ingérer pour ses nutriments et je vais prendre conscience de ce que ces nutriments apportent à chacune de mes cellules. Je comprends. Je veux dire que je vais marquer un temps de pause et vraiment savourer sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, ce que je suis en train de faire comme démarche pour moi-même. Et d'ailleurs, sans raconter tout ton ouvrage, mais en parlant de tes écrits, tu nous parles quand même aussi, tu nous diriges vers la réflexion et la pratique de l'écriture. Tu proposes aussi aux gens d'écrire pour évacuer les émotions, les expériences, tout ça. Oui, c'est ça. Je propose d'écrire. Bon, alors moi, c'est un des supports que j'apprécie, sinon j'aurais pas écrit un livre. Mais c'est vrai que écrire, c'est aussi conscientiser. Écrire, c'est pouvoir relire ce qu'on vient de l'émotion qu'on vit, par exemple. Quand on l'écrit,
Ensuite, on peut la relire, on peut l'observer, on peut la mettre à distance et pouvoir ainsi mieux méditer dessus. C'est pour ça que pour moi, écrire, c'est important. D'autre part, écrire, ça permet d'y revenir à distance. Y revenir à distance permet de voir le chemin parcouru. Oui. Y revenir à distance permet aussi de pouvoir analyser avec le recul dans quel état émotionnel j'étais au moment où j'ai écrit cette partie, cette phrase, ce texte, dans quel état émotionnel j'étais, et avec le recul, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui, et donc de toujours méditer sur soi-même. Tu nous cites, Anaïs Nin, le voyage le plus lointain, c'est celui à l'intérieur de soi-même. De soi-même. Oui, ouais. Et ça, c'est une phrase qui est très forte. Oui. Quand on l'accomplit. C'est vrai. Et comme je dis tout le temps, on n'a pas assez d'une vie. C'est un ouvrage travaux pratiques en même temps, parce que tu as pris le temps de, après, je sais pas vraiment si c'est après chaque chapitre ou quoi, mais il y a des moments où on peut prendre des notes. Oui, il y a des moments clés où alors il y a des moments où j'apporte des éléments un peu théoriques, je rentre pas forcément dans les détails parce que comme je le dis, on peut trouver ça partout. L'idée c'est d'amener à une réflexion, c'est-à-dire que ce guide soit un cheminement, que ce soit le signe d'un cheminement qui se fasse à l'intérieur des personnes qui le lisent. Et donc à des moments stratégiques, je dirais, j'amène à se poser, arrêter de lire et de réfléchir. De se poser un peu et d'aller vers l'introspection. Et non pas de simplement lire pour lire. Parce qu'on a trop tendance à ça, même avec des ouvrages spirituels, même avec d'autres ouvrages de développement personnel, de lire, d'engranger beaucoup d'informations, de connaissances, mais de pas aller vers l'introspection. Or, l'idée, c'est vraiment de l'introspection. Si je reviens sur la partie, tu sais, tu m'as parlé de cette partie où je parlais du corps physique, par exemple. Et que je t'ai précisé sur l'alimentation. Mais par exemple, j'avais juste dit dans cette phrase, alimentation, exercice, relations intimes, hygiène de vie. On va prendre l'exemple des relations intimes, mais ça pourrait faire l'objet d'un livre. Mais bien sûr. Et pourtant, on ne parle que de 2 mots au sein de mon guide. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait tout comme ça focuser, en fait. Oui, mais ton écriture nous pousse dans l'interrogation, nous pousse obligatoirement dans l'interrogation de soi-même. C'est ça. C'est ma volonté. Alors, cet ouvrage, tu l'as écrit en combien de temps? Je dirais pour ces 50 pages, parce que c'est un ouvrage de 50 pages, donc pour moi c'est un petit ouvrage. Il fallait se lancer, il fallait écrire, donc voilà, mais c'est un petit ouvrage et ça m'a pris 1 an et demi à peu près. D'accord. 1 an et demi pour coucher sur le papier. J'ai mis autant de temps, j'ai dû mettre à peu près 9 mois, j'ai mis autant de temps à écrire, on va dire, les 95% du livre, c'est-à-dire à coucher sur le papier tout ce que j'avais à dire, et j'ai mis autant de temps à réorganiser et à finir par aboutir ma démarche. Et puis je suppose que tu t'es appuyé sur différentes notes parce que je pense que tu es quelqu'un qui doit écrire tout le temps, depuis toujours. C'est ça, il y a du papier un peu partout. Donc je reviens sur des choses que j'ai griffonnées. Alors en plus je griffonne partout. Donc l'écriture intuitive. C'est ça. Donc parfois c'est des bouts de papier qui sont récupérés et donc je dois faire le tri dans mes bouts de papier. J'ai écrit sur parfois j'ai écrit sur dans un petit encart sur une feuille où il y avait autre chose. Donc je retrouve un petit peu tout ça, je regroupe, j'organise ma pensée et puis sort le voyage de l'âme. Et ce que j'ai apprécié aussi dans ton écriture, enfin dans ton ouvrage, c'est le moment où tu donnes aussi une piste de conseil pour surmonter les obstacles. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on a beau savoir beaucoup de choses, avoir lu, tu l'as dit d'ailleurs, on lit beaucoup de choses, mais on a toujours des obstacles en nous, et tu nous l'écris. Je reconnais que l'exploration intérieure peut parfois être difficile. Il peut y avoir des obstacles qui se présentent
telles que des pensées négatives, des émotions inconfortables ou des distractions extérieures. Et ça, c'est très important. Tu as eu raison de souligner ça. Et oui, nous sommes humains, nous vivons la vie terrestre telle qu'elle est, telle qu'elle se vit, et donc les obstacles font partie de la vie, et l'idée n'est pas de devenir parfait, mais de devenir parfaitement imparfait. Voilà, c'est tellement bien dit. Alors là, on va inviter tout le monde à acheter ce livre et après à converser avec toi en particulier en te contactant. Ce livre est une auto-édition. Oui, c'est une auto-édition. Voilà, j'ai fait le choix de la liberté. D'accord, tu as raison. C'est ta démarche, hein? C'est ça. Je voulais pouvoir transmettre mon message de manière complètement libre, et donc l'auto-édition me le permettait. D'accord. Et donc on peut l'avoir où? Alors c'est une entreprise un éditeur pour les auto-éditeurs qui s'appelle BOD. Il y a possibilité de trouver le lien directement sur mon Instagram qui est Vibration Spirit 1111. D'accord. Vous avez aussi la possibilité de retrouver le lien sur mon WhatsApp professionnel au 07 60 09 33 64. Je répète, 07 60 09 33 64. Il y a également mon mail vibrationspirit1111@gmail.com. Choisis une des phrases, une des notes que tu nous as partagées dans ton livre pour conclure notre... Tiens, je vais choisir une partie de la fin de mon livre. Où je donne des derniers conseils. À la toute fin de mon livre, je donne des derniers conseils. D'accord. Je vais vous donner ce dernier conseil à tous. Du coup. Rappelez-vous que le voyage intérieur est un processus continu qui demande de la patience, de la persévérance et de la bienveillance envers soi-même. Il n'y a pas de chemin universel pour trouver sa mission de vie ou ses valeurs spirituelles. Chaque personne doit trouver son propre chemin en écoutant son cœur et en suivant son intuition. Voilà, je trouve que ça résume pas mal ma démarche, à savoir chacun est libre de faire son chemin tant qu'il le vit. L'important, c'est le chemin. Écoute Samantha, je te remercie pour cet échange et nous allons continuer d'amorcer tout ce qui reste à accomplir. Merci beaucoup à toi Mika pour ton accueil. Retrouvons-nous chaque semaine pour une nouvelle rencontre. Il y a de toutes les couleurs. En belle Thibaut et surtout faites des bêtises. Ouvrez des livres. Bye bye.